Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'invité que nous allons recevoir pour vous, un Togolais, il est écrivain et basé à Dakar. Il est très préoccupé depuis plusieurs années par les questions de réussite scolaire, du vivre ensemble, des valeurs que nous devons porter pour véritablement être digne d'être appelé un citoyen togolais. Mais c'est la question de la jeunesse qui le préoccupe le plus. Et pour contribuer à aider les jeunes véritablement à réussir sur le plan social et sur le plan scolaire, il s'intéresse au goulot d'étranglement qui empêche cette jeunesse-là véritablement de réussir. Et pour cela, il publie beaucoup de documents. Il a déjà publié 11 documents, mais le 11e, c'est de ce document que nous allons parler cet après-midi, qui est intitulé Le mirage des réseaux sociaux. Voilà. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Quels sont les mobiles? Dès qu'il prendra la parole, il nous donnera toutes les clarifications. Débat thématique, c'est dans un instant. Bien, M. Nadio, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel Toy, Voilà. et bonsoir à tous les téléspectateurs. La population togolaise est très heureuse de vous revoir au pays. Aujourd'hui, votre présence sur ce plateau nous préoccupe au plus haut point dans la mesure où une grande partie des jeunes s'est laissé tomber dans les addictions de toutes sortes, mais particulièrement les addictions ou l'addiction aux réseaux sociaux. Et vous avez voulu apporter une contribution. Et cette contribution est matérialisée ici par cet ouvrage dont je viens de présenter, Le mirage des réseaux sociaux. Alors, la toute première question, mirage des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce titre? Merci beaucoup, Monsieur Marcel Toy, et merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je suis toujours très heureux quand je suis au pays et surtout heureux quand je me retrouve dans des contextes où je dois débattre des questions de l'éducation. Je suis Moïse Dinandjo et je vis à Dakar, je travaille à Dakar, mais je suis togolais et je reviens de temps en temps. Et comme passion, c'est la littérature. Donc je suis, comme l'a dit Marcel Toy, auteur de, je crois, 11 ouvrages. Maintenant, le 12e est en cours de préparation. Il va sortir bientôt et je crois que vous allez l'apprécier. Ma modeste contribution, c'est de passer par la passion que j'ai, c'est-à-dire écrire pour apporter quand même quelque chose de plus. Et donc, ce que j'apporte de plus, c'est ce qui est contenu dans mes ouvrages, et particulièrement le mirage des réseaux sociaux traite d'une question essentielle, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'avoue, quand on parle d'Internet, on ne peut rien faire sans Internet. Nous avons atteint une certaine révolution technologique. Nous sommes vraiment avancés avec Internet. Je prends un exemple. Lorsque vous allez à la banque tout de suite, on vous dira peut-être revenez le soir parce qu'il n'y a pas de connexion. Et lorsque vous avez une interview pour pouvoir avoir un emploi, on essaye de vous joindre, mais on n'arrive pas à communiquer avec vous parce que la connexion n'est pas bonne. Et là, vous comprendrez vraiment l'importance de l'Internet. C'est vraiment très important pour communiquer. Lorsque j'ai mon frère, j'ai mon enfant quelque part, je peux parler avec lui. Je peux même appeler en vidéo, causer avec lui, échanger avec lui, lui envoyer des photos de certaines choses. Bon, voilà, bref, ça a renforcé vraiment toute la communication. Mais à côté de tous ces aspects positifs, je crois qu'il faut considérer la question d'Internet, des réseaux sociaux comme un couteau. Je veux faire ma cuisine, je prends mon couteau, je peux découper la viande, je fais ma bonne cuisine et je mange. Mais en même temps, Ça veut dire que tu as utilisé le couteau dans le bon sens. dans le bon sens. Mais en même temps, avec ce même couteau, je peux tuer quelqu'un. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très, 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 très utiles, mais en même temps, l'usage qu'on en fait, surtout au niveau des jeunes et des adolescents, je ne veux pas blesser quelqu'un, mais c'est la réalité. C'est cet usage-là qui, je crois, n'est pas toujours à bon escient. Et on a une perception illusoire de ce que c'est que les réseaux sociaux. Je vous donne quelques exemples. Hier même, en parcourant un peu TikTok, je crois, et Facebook,
j'ai vu une jeune fille qui s'est donné la mort. Elle s'est donné la mort parce que des images intimes d'elle ont dû fuiter sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la distorsion de l'image de soi qui est mise ici en jeu et qui la pousse même à se donner la mort. Donc, ce mauvais usage que nous faisons souvent des réseaux sociaux, on produit des images ou des contenus violents. Ça dépend du contenu. Donc, tout le contenu que nous avons et qui n'est pas souvent en faveur de la bonne éducation de nos enfants, c'est tout cela qui, n'étant pas encore réellement perçu par les jeunes et les adolescents, c'est ça qui constitue en fait le mirage dont je parle. Yes, Je crois que vous vous rappelez, par le passé, quand on sortait de l'école à midi, on voyait de l'eau sur le goudron. Et on pensait que c'était de l'eau. Mais quand on approchait, on se rendait compte que ce n'était pas de l'eau. Et on nous dit non, c'est une hallucination, c'est un mirage, c'est une illusion, c'est une utopie, c'est un trompe-l'œil, c'est une fiction, c'est une apparence trompeuse. Donc en réalité, les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent constituer une apparence trompeuse, donc un mirage. C'est ça. L'auteur de cet ouvrage, Le mirage des réseaux sociaux, vient de clarifier le titre qu'il a donné à cet ouvrage, Le mirage des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on entend par mirage? Les réseaux sociaux, la bonne exploitation ou bien la bonne utilisation des réseaux sociaux à des fins éducatives, à des fins sociales, à des fins commerciales, à des fins même spirituelles. Et voilà, on peut utiliser les réseaux sociaux à plusieurs fins. Mais il y a un petit mais là-bas. Quand cet usage n'est pas fait en faveur, comme je viens de le dire, en faveur de la bonne éducation, eh bien, les conséquences à court et à moyen même, et même à long terme sont dramatiques. Et souvent, il n'y a pas possibilité de revenir à la case de départ pour repartir. Les dégâts sont déjà là. Et pour éviter tout cela, l'auteur a voulu apporter sa contribution par cet ouvrage très, 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 très important. Et il a dit, il y a beaucoup de constats qu'il a fait, parce qu'il frotte aussi avec les jeunes lui-même. Et il est jeune, il a été à l'école comme nous tous, et il sait comment la jeunesse se comportait hier et comment elle se comporte aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a des avantages comparatifs, et il regarde à la loupe, de toute façon, tout ce que les jeunes font. Et c'est tout cela qui l'a amené à proposer cette approche de réponse. Alors, quand moi j'ai parcouru le mirage des réseaux sociaux, voilà ce document très important que nous vous invitons d'ailleurs à acquérir, parce que c'est important de l'avoir. Vous ne pouvez pas être un jeune, vous ne pouvez pas être un parent, en tout cas un enseignant, sans acquérir ces genres d'ouvrages très très importants qui donnent des informations dont on a besoin pour agir et changer des situations défavorables vis-à-vis des jeunes vers une situation favorable. Quel est le message que vous voulez transmettre à travers la cible principale? Parce que le résumé dit ceci: grâce aux efforts de ses parents qui ont placé leur espoir en lui, Elinam quitte la République bolicaise pour poursuivre ses études en Occident, dans ce magnifique pays imaginaire dénommé la Grande Bristol. C'est là qu'il rencontre sa relation avec Saint-Noir, un jeune influenceur riche qui orientera désormais sa vie. Elinam finira par abandonner les études à l'insu de ses parents pour se consacrer au métier d'influenceur qui, selon lui, favoriserait son ascension sociale. En peu de temps, le jeune étudiant passe de disciple à maître et devient lui aussi une star, une coqueluche des réseaux sociaux. Voulant avoir un train de vie à la hauteur de son nouveau statut, Elinam, toujours sous l'influence de son mentor et après un pacte de sang, bascule dans la cybercriminalité, puis le trafic de drogue. Il sera arrêté, emprisonné et son visa révoqué. Cependant, qu'adviendra-t-il à ce jeune de 24 ans lorsqu'il sera déporté vers son pays? Acceptera-t-il de confesser son passé à ses parents? Quelle alternative envisagera-t-il dans sa quête d'hériter des biens de ses parents? Ce roman illustré reste un véritable chef-d'œuvre qui aborde des conséquences pouvant découler du mauvais usage des réseaux sociaux. Ce résumé vous donne déjà une petite réponse à la question que je viens de poser à notre invité. Mais comme il est là avec nous sur ce plateau, ce serait à lui de rentrer dans les détails pour voir le message qu'il voulait transmettre à travers l'acteur principal. J'avoue que
comme vous l'avez dit, je frotte beaucoup avec les jeunes. Ah. J'ai eu la chance d'être professeur au lycée, au collège. J'ai eu la chance d'être censeur au lycée. Et puis après ça, bon, en tout cas dans tout ce que je fais, les jeunes, les adolescents, c'est vraiment ma cible. Bon, maintenant, quand vous parcourez le livre, le résumé, vous l'avez déjà présenté, c'est l'éditeur qui l'a proposé. Et pour la première fois, vous verrez que en termes de préface, je n'ai pas fait préfacer par un ministre, un conseiller. Ah ouais. J'ai fait préfacer par une jeune fille étudiante togolaise qui vit à Dakar. Et elle est en 2e année de master, Divine Corliss Niman. Donc, c'est une jeune fille, une petite fille qui a eu à préfacer cet ouvrage. J'ai préféré cela et l'éditeur a même beaucoup apprécié. Mais c'est un ouvrage dans lequel vous trouverez un certain nombre d'éléments. Les réseaux sociaux, on trouve la chicha, la consommation de la chicha, les tatouages, qu'est-ce que ça fait, la cybercriminalité, la drogue. Qu'est-ce que les enfants font? Mon enfant a le bac à 17 ans. Oh, très bien. Je veux l'envoyer en Occident. Il va aller au Canada. Il fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il revient quelquefois, pas avec le master que j'attends, mais il revient quelquefois totalement défiguré, Tu sais. avec peut-être, voilà, totalement défiguré. Et je me pose la question, mais lui, il trouve que c'est normal. Et qu'est-ce que les enfants font quand ils vont en Occident? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Les influenceurs, c'est quoi un influenceur? Et c'est un livre dans lequel j'ai utilisé les termes très légers, c'est-à-dire dans le contexte des jeunes. Vous trouverez les buzz, les clashs, tout cela, ça est là-dedans, juste pour donner un peu plus d'appétit aux lecteurs. Le pacte de sang, la prison, l'empoisonnement, tous ces éléments se retrouvent là-dedans. Mais c'est l'histoire de ce jeune garçon. Les parents ont trouvé qu'il était important pour eux de pouvoir l'aider dans ses travaux de recherche. Il était presque en terminale. Mais lorsqu'ils lui ont donné le téléphone et l'ordinateur, vous savez ce que les jeunes font? Ils s'assiedent là, ils mettent le casque. Les parents sont en train de suivre le journal à côté. Maman est en train de suivre les épisodes sur Novelas. Mais il est là, il a ses cahiers, mais il a son téléphone caché quelque part et il écoute. Peut-être ce sont les lives. Et vous savez, les élèves, les adolescents, lorsque vous ne causez pas avec eux à la maison, ils causent beaucoup plus avec leur père à l'école. Et les sujets de discussion sont divers. Donc, lorsqu'il arrive à l'école et qu'il n'y a pas, lui n'a pas d'éléments pour parler, c'est pas facile. Donc, on lui dit, écoute, maintenant, l'influenceur le plus grand, celui qui nous intéresse beaucoup plus, c'est Saint-Noir. Saint-Noir qui vit en Occident, mais il fait des lives vraiment très intéressants. Donc, le petit, il s'accroche à cela. Et progressivement, cet influenceur devient son mentor. Donc, quand papa lui dit quelque chose, il n'est pas trop convaincu. Il demande d'abord à l'influenceur avec qui il a commencé par communiquer. Il lui demande s'il pense que c'est vrai. Donc, c'était devenu son mentor, son maître à penser et tout. Et finalement, ça a eu un impact sur ses résultats scolaires. Les résultats ont commencé par baisser. Mais les parents lui ont dit, mais écoute, si tu arrives à avoir le bac, vraiment, on va t'envoyer en Occident. Et il en parle à son mentor. Le mentor lui dit, oui, si tu veux être influenceur comme moi, vraiment, bats-toi à l'école. Et puis, quand tu vas avoir le bac, tu viendras me rejoindre ici. Donc, quand il finit, on dit, on t'envoie aux États-Unis. Il dit, non, moi, je ne vais pas là-bas. Je vais à la Grande Crisole. Mais les parents ne savent pas que c'est pour aller renforcer sa relation avec Saint-Noir. Une fois arrivé là-bas, il voit un Saint-Noir très riche, qui est à l'aise, alors qu'il est jeune. Il arrive là-bas, il décide d'abandonner. Il a commencé par étudier, mais finalement, il abandonne ses études et s'adonne aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il aide son ami Saint-Noir lors de ses communications, lors de ses lives. Donc, mais par après, il devient une star, mais il se rend compte qu'il ne vit pas vraiment comme une star. C'est comme les moyens qu'il a, ça n'atteint pas ce que son mentor a. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pacte de sang, pour ne rien dire. Voilà, nous travaillons beaucoup dans la cybercriminalité. Donc, il rentre dedans. Après, il rentre dans la drogue. Et c'est là qu'on l'arrête. On décide de l'emprisonner. Mais là, dans sa prison encore, il fait une rencontre. Et pendant que ses parents sont au pays, ils font des montages.
Et voilà, on est en train de faire une cérémonie de remise de diplôme de master alors que le gars n'a même pas fréquenté. Donc, il revient au pays déporté et lorsqu'il arrive, bon, les parents l'accueillent, il dit j'ai eu mon master, on a fait la fête, maintenant on veut qu'il exerce le diplôme. Il essaie de falsifier mais il n'arrive pas. Mais en ce moment, est-ce qu'il va laisser? Il sait que son papa est riche et si le papa venait à savoir que il n'a pas fréquenté lorsqu'il est allé en Occident, bon, il aura des problèmes. Donc, est-ce qu'il va laisser faire? Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Je ne veux pas trop en parler parce que vous allez découvrir, mais il a fait quelque chose d'ignoble qui l'a conduit en prison. Et comme vous pouvez le constater sur l'ouvrage, il est menotté. Et il est couché sur son lit de malade. C'est les prisonniers souffrants qui sont généralement menottés à leur lit. Et il est en train d'écrire. Et donc l'ouvrage, c'est un courrier, c'est une lettre qu'il adresse à son papa malade depuis la prison, où il est en train de souffrir d'un cancer à cause de la chicha qu'il a tellement consommé par le passé. Il souffre des ripsels également à cause des tatouages qui ont commencé par avoir un effet sur lui. Et puis bon voilà, donc il écrit pour demander vraiment pardon à son papa et il relate toute sa vie. Donc voilà un peu le contenu de cet ouvrage. Et la cible donc, c'est surtout les jeunes et les adolescents. C'est ça véritablement ma cible. C'est ça. Voilà. La cible première, c'est ce jeune en question autour duquel tourne toute cette histoire réelle qui a été relatée par notre écrivain. Quand vous suivez de toute façon les explications données par M. Inandio, vous comprenez qu'il n'y a que les cibles secondaires ont aussi une part de responsabilité pour aider et soutenir ces jeunes. Parce que sinon pas les soutiens des adultes, des parents et leur accompagnement, que ce soit un accompagnement proche ou lointain, dans tous les cas, un problème va nécessairement se poser. Et c'est tout ce que l'auteur a relaté dans cet ouvrage. À partir des réseaux sociaux, vous voyez, les conséquences à court et à long terme sont dramatiques. Pas seulement pour le jeune, mais aussi pour sa famille. Voilà. Et donc, ça nous amène tout de suite à poser l'autre question à notre invité sur les cibles secondaires à qui vous vous adressez dans cet ouvrage-là. Bon, les cibles secondaires, même dans l'ouvrage, vous verrez les personnages. Parce que nous avons la maman de Elinam, qui malheureusement a rendu l'âme à cause des actes de son enfant. Selon vous, qu'est-ce que la maman, en principe, devait faire pour que son enfant ne tombe pas vraiment dans cette addiction qui l'a entraîné à poser et à se retrouver en prison et tout ce qui s'en est suivi? Peut-être pas uniquement la maman. Je vais revenir globalement sur les parents. Parce que le papa, lui, il a connu un AVC. Et les autres personnages, ce sont ceux qui l'ont induit beaucoup plus en erreur. Mais à la fin, les conséquences retombent sur les parents. Parce qu'à la fin, Saint-Noir, il a disparu. C'est ça. Il a éteint son téléphone. Personne n'arrivait plus à le contacter. Mais ce sont les parents qui subissent maintenant. Savoir que vous avez investi. C'est ça. Et vous n'avez pas le retour. Vous n'avez pas le retour sur l'investissement. Vous n'avez pas le retour. Vous avez 2 enfants. Dans ce cas précis, ils ont 2 enfants. La petite est encore toute jeune. Elle veut normalement suivre les pas de son frère. Mais si c'est dans ce contexte-là, est-ce qu'elle peut suivre véritablement les pas de son frère? Le papa qui a investi, la maman qui s'est investie, ils envoient leur enfant en Europe. L'enfant revient carrément défiguré et ils osent même les empoisonner. Parce qu'il a besoin de ceci, parce qu'il a menti, parce que. Mais je crois que quand vous parcourez le livre, on trouve, on dit à la dernière page, 171, le lendemain matin, après une longue nuit de méditation, le père d'Elinam fit appel à sa fille. En dépit de sa difficulté à bien agencer les mots à cause justement de l'AVC, il déclara à Obidon: « Mon sommeil n'a pas été profond, car j'ai dû reparcourir la lettre de ton frère et analyser chacun de ses mots et phrases. Je suis resté ébahi et abasourdi face à certains actes décrits, au point où je me suis posé la question de savoir s'il s'agit effectivement de mon fils, ou mieux, de ton frère. Je suis allé jusqu'à me demander si nous avions mal fait de lui offrir un téléphone portable ainsi qu'un ordinateur. Les parents regrettent. Notre objectif, à proprement parler, était de faciliter ses recherches. Jamais nous n'avions imaginé que ces appareils lui
servait plus à l'agréable qu'à l'essentiel, au divertissement qu'aux études. Jamais nous n'avions imaginé qu'en dépit des dépenses effectuées durant toutes ces années, l'INAM avait dû consacrer 5 années à la Grande Bristol à jouer à l'influenceur, au cybercriminel et au dealer. Et comme si tout cela ne suffisait pas, mon fils est aussi un assassin qui n'a eu pour cible que sa propre famille. Au-delà de l'éducation que nous lui avons inculquée, Internet a formaté son esprit, l'a refaçonné et a fait de lui un étranger sous notre propre toit. En analysant le parcours macabre qu'a connu ton frère à la Grande Bristol, je me rends compte qu'il était une énigme vivant parmi nous. Nous l'apercevions et vivions avec lui sans le connaître. Avons-nous failli quelque part en tant que parents? L'âge et le degré de maturité de l'INAM ne nécessitait-il peut-être pas qu'il soit suivi par des tuteurs pendant ses années d'études à la Grande Bristol? Comme lui, plusieurs jeunes et adolescents restent encore accros aux réseaux sociaux, passant des heures à naviguer. Et c'est là que c'est important. On voit vraiment, en tout cas, ce que les autres peuvent faire. Mais en me basant sur le cas de mon fils, je peux aujourd'hui dire qu'outre leur impact sur les résultats scolaires, les réseaux sociaux, lorsqu'ils sont mal utilisés, peuvent être un terrain fertile pour plusieurs maux, notamment le harcèlement en ligne, les mauvaises compagnies, la distorsion de l'image de soi, l'exposition à des contenus inappropriés tels que la violence, la pornographie ou les discours de haine. Les adolescents peuvent ne pas être conscients des risques liés à la divulgation d'informations personnelles sur les réseaux sociaux, aux relations qu'ils s'y créent et aux mentors qu'ils y rencontrent. Je crois que notre rôle de parents devrait donc être de surveiller nos enfants par rapport à l'utilisation qu'ils font des réseaux sociaux. Il nous appartient également de les éduquer sur les risques irrelatifs et maintenir une ligne de communication ouverte pour les soutenir face aux défis auxquels ils pourraient être confrontés sur ces plateformes. Je crois que tout est dit là. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc, on a un rôle en tant que parents véritablement à jouer. Mais moi, vous savez, je compare l'éducation. Vous voyez la marmite, on la pose sur 3 pierres. Tu sais. Un foyer, c'est 3 pierres. Si vous déposez une marmite sur 2 pierres, ça va tomber. Ça va tomber, c'est clair. Donc, pour moi, les 3 pierres, c'est la maison, La famille. Ouais. l'enfant lui-même et l'école. C'est ça. L'enfant passe 40 heures pratiquement par semaine à l'école, si je ne me trompe. 8 heures par jour, fois 5, ça fait 40. Fois 4, ça fait 160. Donc tout ce temps qu'il passe à l'école, il y a tout un travail à faire. Niveau enseignant, niveau de ses amis. Il passe le reste de son temps à la maison. Qu'est-ce que nous devons faire pendant qu'il est à la maison? Donc, au niveau des enseignants, au niveau de l'État, en matière d'éducation, moi je pense que comme le font certains pays, il faut essayer de filtrer les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi j'ai mon fils qui a 5 ans, il prend toujours mon portable et il veut rentrer dans TikTok. Il veut voir tout ce qu'il y a. Il ne sait rien. Pour lui c'est un jeu. Nous on tirait les boîtes de conserve et autres. Mais eux c'est ce qu'ils ont trouvé. Mais comment est-ce qu'on peut limiter? On peut peut-être mettre des éléments qui bloquent l'accès quand on atteint un certain âge. Des applications. Des applications. Voilà, il y a des applications. Aujourd'hui, les élèves vont vous parler de Tinder. Là, on rencontre des gens, des filles, des hommes qui sont à quelques mètres de soi. C'est des rencontres qui sont... Voilà, tu ne connais même pas la personne. Donc, comment faire pour filtrer? Dans certains pays, on filtre. On met des contenus qui sont uniquement éducatifs pour un certain nombre d'âges. Et donc, avant d'entrer, on te demande ton âge ou bien tu peux scanner ta carte d'identité, tu valides avant de pouvoir avoir accès au contenu qui est relatif à ton âge. Donc voilà, chacun a un rôle à jouer. C'est ça. L'auteur l'a si bien dit, les responsabilités sont vraiment situées autour de l'enfant parce que le jeune en question, il doit être accompagné, il doit être suivi, il doit être soutenu, il doit être sensibilisé. Et c'est tout cet engagement que l'auteur démontre à travers cette publication. Et il a si bien dit, si aujourd'hui il est possible d'installer des applications sur les téléphones portables de nos jeunes, eh bien, ça permettra aux parents de vraiment contrôler. Et à la faveur des forats scolaires organisés cette année lors de la semaine de détente, eh bien, nous avons participé à un des forats où une dame a partagé
une belle expérience de ce que les parents peuvent faire hein, en termes de contrôle à travers certaines applications. On va réécouter cette dame et nous revenons rapidement sur ce plateau. J'aimerais apporter un petit quelque chose par rapport au contrôle de nos enfants. Il faudrait que nous, les parents aussi, nous essayions d'aller à la quête de l'information, que nous mettons à jour. Nous avons aujourd'hui le contrôle parental. C'est une application que nous pouvons installer sur le téléphone de nos enfants. Moi, je l'ai installée sur mon téléphone et sur le téléphone de ma fille. Donc, si elle veut avoir accès à un site, il faudrait que je reçoive la notification, je lui donne l'accord avant qu'elle ne puisse avoir accès. Nous pouvons aujourd'hui également dupliquer leur WhatsApp sur notre téléphone. C'est-à-dire que tous les messages qu'ils vont recevoir sur leur WhatsApp, moi je le reçois directement sur mon téléphone également. Ça me permet de contrôler tous les échanges. Nous avons également aujourd'hui des petites caméras. On installe un peu partout dans la maison. Et l'application est installée également sur le téléphone. Donc d'ici directement, je peux voir tous les mouvements de ma fille à la maison. Et il y a également les cartes mémoire qu'on peut insérer. Si vous n'avez pas le temps après, vous pouvez faire tous ces contrôles-là. Donc il faudrait que nous ne laissons pas les enfants nous malmener, non. Donc essayons aussi de nous mettre à jour au niveau de la technologie. Merci. Monsieur Inandjo, en dehors des parents, au vu de vos explications, moi je crois que le système éducatif lui-même doit véritablement jouer aussi un rôle pour aider aussi les parents, à travers peut-être la revue des cours d'éducation civique et morale, prenant en compte ces questions pour que les enseignants qui déroulent ces cours-là puissent les aider selon vous. Oui, je crois que c'est véritablement important de revoir. Vous savez, il fut un temps où je faisais partie de ceux qui criaient pour dire nos parents ont étudié les livres de la colonisation et autres. C'était ces romans-là qui étaient au programme. Nous-mêmes, nous avons étudié ça. Nos enfants viennent encore étudier. Alors que le temps passe, nous ne sommes plus à cette ère-là. Nous avons d'autres problèmes aujourd'hui. Donc, il fallait qu'on puisse réadapter et je crois que le gouvernement a fait des efforts. Aujourd'hui, il y a plusieurs ouvrages, même des Togolais. Moi, j'ai 2 ouvrages au programme scolaire. Donc, il faut réadapter. Et aujourd'hui, si l'un des enjeux majeurs, c'est la question des réseaux sociaux, j'ai été très, 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 très heureux. J'étais à Dakar lorsqu'on m'a appelé pour me dire l'ouvrage que tu viens de sortir a été inscrit au programme scolaire en classe de terminale et que ça rentre dans une thématique média et autres là. Voilà. Donc, je pense qu'il est très, 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 très important aujourd'hui de tout réadapter. Ça, c'est un enjeu majeur. Absolument. C'est un enjeu majeur. Maintenant, les cours d'éducation civique, depuis le bas âge, même au CP1, CP2, C1, Même pas j'ai enfant. voilà, il y a des cours d'éducation civique. Mais à chaque niveau, il y a des modules qui doivent être développés par rapport à l'âge des enfants pour leur dire, il ne faut pas prendre le portable de papa, il ne faut pas prendre le portable de maman. Quand vous prenez le portable, c'est pour appeler, c'est pas pour. Donc, à chaque niveau d'études, il y a un message à passer. Et moi, je pense que en l'inscrivant déjà en classe ou bien au lycée, pour moi, c'était vraiment quelque chose de bon parce que les jeunes ne vont pas seulement se divertir à travers l'histoire, mais ils vont apprendre quelque chose. Et j'invite également les professeurs, les enseignants à pouvoir vraiment prendre en compte le contenu et organiser des débats interactifs avec les élèves sur le sujet. C'est très important. Est-ce qu'avec un tel ouvrage, il ne faudrait pas un guide d'utilisation de cette publication, le miracle des réseaux sociaux, à l'intention des enseignants? Parce que souvent, quand on leur donne les documents et il n'y a pas un guide d'utilisation, ils ne savent pas comment l'exploiter. L'exploitation que nous connaissons, c'est ce que vous venez de dire. Donner par exemple des séquences, des parties à lire, par exemple par un groupe d'élèves, et puis viennent faire un exposé, on ouvre le débat. Mais est-ce qu'en dehors de ça, on ne peut pas aller au-delà? Je pense qu'au niveau de l'éducation, du ministère de l'Éducation, ils ont un système, il y a un guide, il y a un document qui guide chaque ouvrage qui est intégré au programme scolaire. Donc, les enseignants se réfèrent et alignent le contenu des ouvrages aux thématiques qui sont au programme. Donc, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Je n'ai pas vu, sincèrement. Mais je suis prêt et je suis vraiment disponible
à pouvoir contribuer, s'il faut le renforcer, s'ils ont besoin peut-être que je donne certains éléments additionnels pour pouvoir renforcer. Je ne l'ai pas encore vu et je sais qu'il doit être de qualité déjà, mais si je peux encore apporter quelque chose, si d'autres personnes peuvent apporter quelque chose, parce que moi je n'ai fait qu'écrire, mais la connaissance sur les problèmes des réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement moi, c'est nous tous. Donc on peut contribuer encore mieux pour pouvoir renforcer. Alors, dans ce sens, nous allons écouter un des responsables du ministère de l'enseignement primaire secondaire en charge de la validation des ouvrages qui entrent dans le programme et il nous dira si véritablement il y a nécessité d'avoir un guide d'utilisation de cet ouvrage. On va le suivre un jour. Le deuxième pilier qui marque la qualité des apprentissages, c'est la disponibilité des manuels scolaires ou bien d'une manière générale des ressources éducatives, puisque les ressources peuvent être sous support physique comme sous support numérique et ainsi de suite. Et donc, naturellement, nous distinguons les manuels ou ouvrages officiels qui font partie intégrante de la liste des fournitures, lesquels ouvrages sont obligatoires et les élèves sont appelés à en disposer pour pouvoir faciliter les apprentissages. Et maintenant, à côté, il y a les ouvrages dits complémentaires mais non obligatoires. Et donc, ce n'est pas des ouvrages officiels et donc n'emportent pas obligation pour être payés systématiquement par les élèves. Et il faut dire que jusqu'en septembre 2022, chaque auteur qui dispose d'un ouvrage essaie de démarcher les chefs d'établissement ou les élèves en allant directement dans un établissement pour proposer ces ouvrages à la vente. Et donc, ça créait des désordre parce que personne ne peut assurer la qualité des contenus, leur conformité au programme. Et c'est de là que le ministère a pris la note de série numéro 171 de septembre 2022 qui réglemente la diffusion des ouvrages à caractère pédagogique dans les établissements. Et cette note fixe clairement la démarche à suivre pour qu'un promoteur privé puisse proposer ces ouvrages à autorisation. Et pour cela, lorsque vous avez un ouvrage à proposer, vous saisissez le ministre par demande accompagné du manuel. Et maintenant, le ministère a mis en place un système d'études confié à l'Inspection générale de l'éducation. Et donc, c'est l'Inspection générale de l'éducation qui reçoit tous ces documents et à un moment donné de l'année scolaire réunit les équipes d'experts pour étudier le document par rapport à sa conformité au programme, par rapport aux valeurs qui sont véhiculées, leur conformité avec la déontologie, l'éthique, tout ce qui va avec le Togo. Également en termes de fond, les attitudes des contenus et la facilité d'utilisation. Naturellement, on va regarder également la forme en termes d'expression, et tout est équilibré. Et donc, que ça soit pour le primaire, pour le secondaire, on constitue une équipe. Si c'est le primaire, on a des enseignants, des conseillers pédagogiques et sous la responsabilité d'un inspecteur, l'étude se fait. Pour le secondaire, dans chaque matière, on fait pareillement enseignants et inspecteurs pour pouvoir faire cette étude. Maintenant, à l'issue de l'étude, nous avons deux catégories d'ouvrages sanctionnés. La première catégorie, c'est les ouvrages qui sont jugés recevables et pour lesquels, même s'il y a quelques insuffisances, elles sont mineures, qu'on peut corriger rapidement. Et ces ouvrages-là font office de la publication d'une première liste d'ouvrages complémentaires non obligatoires que le ministre signe et on publie. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les ouvrages qui comportent des insuffisances. Ça peut être sur la forme ou bien des insuffisances par rapport à la conformité au programme. En ce moment, les auteurs sont rappelés et on leur signifie les insuffisances constatées et on leur donne un temps, une durée pour la correction et l'amélioration du document.
Alors, les promoteurs qui arrivent à corriger ces insuffisances la ramènent les documents que les équipes regardent encore de nouveau pour s'assurer qu'effectivement les observations ont été prises en compte. Et quand c'est le cas, on sort une deuxième liste additive qui complète la première. Maintenant, la troisième catégorie, c'est les ouvrages qui sont carrément rejetés parce que, soit les insuffisances sont élevées, on n'a pas, les auteurs ne disposeront pas de temps pour les corriger. Et du coup, s'il faut les attendre, on risque de pénaliser d'autres. Et donc, ces auteurs-là reprennent leur manuel. S'ils veulent retravailler cela, ils le font pour proposer l'année suivante. Il faut dire aussi que jusqu'à un certain temps, cette étude était gratuite. Du coup, chacun qui fait quelque chose apporte cela et on étudie. Mais à la fin, après réflexion, on a dit non, dans tout pays, sous tous les cieux, lorsque vous demandez à faire étudier, à expertiser un document produit, il y a toujours des frais. Donc, il y a des frais d'étude maintenant qui sont institués en fonction du format, du papier, du nombre de pages. Et maintenant, il faut payer ces frais d'étude avant que l'ouvrage ne soit étudié. Donc, c'est ce qui concerne les ouvrages non obligatoires, mais qui complètent la liste des manuels officiels. Maintenant, pour ce qui concerne les manuels officiels, la proposition d'intégration d'un manuel ou d'un ouvrage sur la liste des manuels officiels est du ressort des directeurs d'enseignement. Donc, pour le primaire, c'est le directeur des enseignements préscolaires primaires qui, comme on le fait maintenant en août, propose la liste des ouvrages officiels qui accompagnent également la publication des fournitures. Et pour ce qui concerne le secondaire, c'est le directeur de l'enseignement secondaire général qui en est chargé. Et là aussi, surtout pour des nouveaux manuels qui arrivent, c'est les informations que le directeur d'enseignement reçoit du terrain. Par exemple, si un ouvrage, dans un premier temps, a été reconnu comme ouvrage complémentaire non obligatoire, si à l'utilisation, les enseignants, les élèves trouvent que c'est un bon document et que les inspecteurs aussi confirment, alors cet ouvrage qui était dans un premier temps complémentaire peut devenir un ouvrage officiel. En ce moment, comme je le dis, c'est les directeurs d'enseignement concernés qui vont, après avoir fait l'investigation à partir des informations recueillies auprès des enseignants et des inspecteurs, proposeront ces ouvrages-là pour être des manuels officiels. Ok. Monsieur Inandjo, je crois que nous avons décortiqué l'essentiel de ce que, en tout cas, les téléspectateurs doivent comprendre et connaître du contenu de cet ouvrage très important, que les élèves, les parents, les jeunes, les enseignants et toute personne peut lire ou doit lire d'ailleurs même pour tirer les leçons et voir dans quelle mesure, véritablement, répliquer toutes ces leçons-là dans l'accompagnement que nous devons faire au niveau des jeunes. On va faire un clin d'œil à certains ouvrages que vous avez déjà publiés. Je vois là Noura, la martyre de l'adolescence. Le résumé nous dit, Noura est tombée enceinte. Mais comment en parler à ses parents? Comment Cédric réagira-t-il? Pour quelles raisons publiera-t-il les photos nues de sa belle-aimée sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui obligera l'adolescente à décider de se suicider? Bref, il s'agit d'une aventure de plusieurs équations qui permet de mettre en exergue les défis liés à l'âge de puberté. L'impact du faible dialogue entre parents et adolescents autour de la sexualité ainsi que l'influence des réseaux sociaux sur leur éducation. Cet ouvrage illustré est écrit dans un style simple et accessible à tous, dont une partie est consacrée à 10 questions importantes sur l'éducation sexuelle. Il est vivement recommandé aux adolescents et aux jeunes, aux parents et aux enseignants. Voilà. Donc, vous comprenez que, voilà, M. Inandjo, ce n'est pas aujourd'hui qu'il s'intéresse à cette question de la mauvaise exploitation, du mauvais usage des réseaux sociaux par les jeunes. Et à partir de ce qu'il a dit dans cet ouvrage-là, il interpelle chacun d'entre nous, parents, enseignants, médias, voilà, pour que nous puissions jouer notre part. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire juste un mot sur cet ouvrage que vous avez
publié. C'est en quelle année vous avez publié celui-ci? 2020. 2020. Et a été réédité en 2021. C'est ça. Je voudrais d'abord préciser que il y a 3 ouvrages que le ministre des enseignements primaires voilà, a recommandé dans les écoles. Ce n'est pas au programme, non. Mais il a été demandé aux organisations internationales, aux ONG, de pouvoir les acquérir et les mettre à disposition des élèves. Je crois que OMS avait fait cela. Le réseau des journalistes à travers Plan Togo l'avait également fait. Il y a plusieurs ONG qui ont également acquis. Femmes d'Action, ils ont acheté beaucoup, qu'ils ont mis dans les écoles pour les exposer. Noura, ici, est la martyre. Le titre en dit long. C'est la martyre. Donc, Noura est morte dans l'ouvrage. Quand vous voyez ces ouvrages, c'est d'abord le manque de communication entre les parents et les adolescents. Un grand défi aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très. Votre fille commence, excusez-moi, par avoir les menstrues, mais la maman a peur de parler avec sa fille de ce que ça signifie. Piette, moi je cause avec les enfants. Vous voyez les résultats qui chutent. Il n'y a pas longtemps, il y a une jeune fille de 11 ans. Je dis, mais pourquoi tu as chuté à l'école? Elle dit, bon, elle n'a pas compris que quelque chose s'est passé. Voilà. Et puis, elle a demandé à maman. Maman lui a dit, attention, si un garçon t'écrit une lettre, tu vas voir ici dans la maison. Si ceci, si jamais quelqu'un tombe enceinte dans cette maison, c'est que je... Donc, elle n'a rien compris. Ouais. Et elle est partie poser la question à ses camarades de la classe de 6e, 5e, qui lui ont également donné leur version. Et quelle est la version qu'ils donnent? Non, quand tu commences par avoir les menstrues, il faut maintenant calculer. Donc, le 14e jour est dangereux. Vous voyez un peu l'explication que ses amis lui donnent. Ouais, c'est vraiment compliqué. Et en réalité, celui qui vient parler de 14e jour, lui-même, il ne sait pas c'est quoi le 14e jour, c'est par rapport à quoi, c'est le 14 du mois, c'est quoi, il ne sait rien. Il y a un spécialiste. Voilà. Donc, ils se rapprochent de leurs amis, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et Noura, elle est tombée enceinte. Le petit Cédric, il a disparu, et il a commencé par la menacer. Attention, si tu continues par me déranger, bon, écoute, entre-temps, vous savez, les jeunes et les adolescents, en tant qu'amoureux, au cours d'un débat avec les élèves d'une conférence, j'ai posé la question, à quelle heure les petits garçons-là vous écrivent? Et les filles disent vers 20h. Je dis, et quand ils écrivent, qu'est-ce qu'ils demandent? Et elles me disent, pictures. Pictures de quoi? Que non, de mes parties intimes. Et vous envoyez comment? En vue unique. Voilà, non. Et ils adorent ou pas? Ils adorent. Les garçons aussi, c'est comment? Ils disent non, que ce sont les filles même qui envoient, etc. Donc, nos enfants, à l'âge adolescent, voilà ce qui se passe. Maintenant. Et c'est archivé. C'est archivé. C'est archivé. Le jour où il y a un problème. C'est ça. Lui, il ne sait pas trop. Pour lui, c'est la tendance. Les menaces, quand vous regardez TikTok, et tout ce que tu m'as envoyé, tu as oublié, je vais mettre tout sur la toile. Donc, finalement, le petit garçon, il a mis sur la toile, nous est arrivé à l'école, tout le monde la regardait comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et quand elle a appris, ses parents aussi étaient au service quand quelqu'un leur a envoyé ça, et ils cherchaient maintenant leur fille, la petite, elle est partie se cacher derrière l'église. Mais avant de passer à l'église, elle est passée acheter de l'acide. C'est ça qu'elle a bu et elle a été retrouvée morte. Et j'ai eu de la peine à tuer Noura dans l'ouvrage. C'est ça aussi, la force d'un écrivain. J'ai eu de la peine, mais il fallait qu'elle soit martyrisée pour pouvoir donner un message. C'est l'ultime chose à laquelle on peut arriver. Parce que quand on dit, bon voilà... Et la personne, on a publié ces images, s'est cachée 2 jours après. Mais il y a des conséquences plus graves. J'ai voulu montrer l'extrémité même des conséquences. Donc voilà. C'est ça. Alors, chers parents, chers enseignants, je crois que si vous procurez ce document, vous rentrerez notamment dans les détails de cette histoire dramatique d'une fin malheureuse, de cette valeur féminine. Celle-là pourrait être aujourd'hui médecin pour sauver des gens, elle pourrait être enseignante pour s'occuper de l'éducation des enfants, elle pourrait être, en tout cas, occuper un poste de responsabilité à un niveau élevé pour contribuer au développement. Mais malheureusement,
par ses erreurs d'adolescence, eh bien, malheureusement, elle a quitté le monde. Voilà, et donc on a beaucoup de leçons à tirer. Quoique, on va terminer cette émission par le dernier ouvrage. Le dernier ouvrage là, est toujours écrit par notre invité, M. Inandio Moïse, Sarafina ou un destin brisé. Voilà, avant qu'il ne nous dise véritablement, disons, en résumé, voilà le contenu de ce qui l'a inspiré à écrire cet ouvrage, je vous lis très rapidement le résumé. Sarafina ou un destin brisé dit ce qui suit. Au-delà de son aspect fictif, cette nouvelle est un film réel qui reflète les vicissitudes liées à l'âge adolescent ainsi que le rôle qui devait être celui des parents à ce stade de croissance humaine. Sarafina est certes morte, mais cette fin tragique devait susciter beaucoup de réflexions chez les parents qui, comme ceux de cette jeune fille de 16 ans, pensent que la meilleure des éducations est celle rigide où la question de la sexualité devait être proscrite. Laissez l'enfant découvrir lui-même la sexualité et il la découvrira avec toutes les conséquences qui s'y greffent. Sarafina, à mon sens, est une martyre pour éveiller et réveiller les consciences des siens et des parents sur la place de l'éducation sexuelle et de la santé reproductive dans leur famille. Alors, c'est cet ouvrage, Sarafina ou un destin brisé, qui pose, comme le résumé vient de le dire, le problème des déficits de communication entre les parents et le jeune en ce qui concerne la gestion de la sexualité responsable. Monsieur Nadio? C'est la même chose que l'autre ouvrage. Vous l'avez déjà si bien dit. Sarafina, c'est celui-là. Voilà, Sarafina a connu beaucoup de péripéties. Dans ces deux ouvrages qui sont vraiment interliés, c'est presque le même message. La communication entre les parents et les adolescents. C'est ça. Et Sarafina, il n'y avait pas de communication. Les parents étaient rigides. Ils ne voulaient pas entendre parler de questions de sexualité. Quand la petite approche la maman, sujet tabou. Vraiment tabou. À l'école, il y a ses amis. Elle était à la cité. Et malheureusement, ce sont les enfants les plus intelligents qui sont détournés. Donc, cette petite fille-là également, Sarafina, qui avait un destin brillant, elle va tomber enceinte. Mais ça là, si je dis ça, mais on m'a déjà dit que si je tombe enceinte, c'est que je suis morte. Comment je vais le dire? Comment je vais le dire? Donc, là également, il fallait maintenant se rapprocher des amis. Les amis ont dit non, tu sais, quand il y a ça, il y a quelqu'un qui est derrière la mosquée ou bien derrière l'église, là, quand tu tournes à gauche ou à droite. Il y a des pilules. Voilà. Il y a des... Et puis, Sarafina avait ses parents, son papa était médecin. Donc, si elle se retrouve à l'hôpital, mais son papa ou les amis de son papa sauront que cette petite-là est venue se faire avorter. Donc, elle a été accompagnée, elle a été guidée par sa camarade, parce qu'elles étaient dans un internat. Elle l'a accompagnée quelque part. Et là, on a voulu lui faire un avortement traditionnel. Donc, ce sont des décoctions, ce sont des trucs. Et ça a tourné au drame. Ça a tourné au drame. Et finalement, là où elle ne devait pas se retrouver, on l'a amenée à l'hôpital. C'est à l'hôpital, là-bas où son papa travaille. Papa qu'elle était en train de feinter, maman qu'elle était en train de feinter. On l'amène à l'hôpital, inconsciente, elle se réveille, elle voit les parents. Mais c'est là qu'on demande pourquoi tu ne m'as pas dit. On aurait pu discuter autrement, on aurait pu. Mais pendant ce moment, la petite recommence les convulsions. Non, faut pas partir. L'enfant est parti. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot de notre invité au sujet de cet ouvrage très important, Le miracle des réseaux sociaux et les autres ouvrages dont nous venons de parler. Voilà, un message à l'endroit de tous les Togolais, des adolescents, des parents et des organisations actives dans le domaine de l'éducation et sociale. Un message. Mon seul message, c'est que la question nous concerne tous. Ouais, c'est cela. Moi, mon devoir d'écrivain, d'éveilleur de conscience, de borgne parmi les aveugles et de voyant parmi les borgnes, c'était d'écrire. J'ai fait ce que je pouvais. Et j'en ferai encore plus parce que j'organise très régulièrement des conférences débats. Avec plus de 500, 1000 élèves, on discute. Et ils sont fiers de s'ouvrir. Ils sont fiers de parler parce qu'ils n'ont pas l'occasion de parler. Moi, je pense que ça nous concerne tous. Parents,
essayez de comprendre ce que c'est. Et discutez-en avec vos enfants à la maison. Enseignant, c'est également votre rôle. Et au-delà de l'aspect sûrement voilà, théorique où on va enseigner, il y a beaucoup de choses à comprendre. Les médias, vous contribuez vraiment à pouvoir diffuser l'information. Je vous remercie pour cette occasion. Donc, les associations, l'État a mis ça au programme scolaire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, tout le monde a quelque chose à faire. Mais comme vous dites, l'État, c'est le ministère de l'enseignement primaire secondaire seul ou bien celui de l'enseignement technique aussi l'a fait? Vous ne les avez pas encore approchés? Bon, moi, personnellement, moi, j'écris mes ouvrages. J'écris, je publie. Mais j'étais au Cameroun quand on m'a appelé pour me dire sur les routes sanglantes de l'exil, vient d'être intégré au programme. Je dis, bon, moi, je ne m'attendais pas, je ne savais pas. J'étais au Sénégal quand quelqu'un m'a envoyé l'arrêté dans lequel j'ai vu classe terminale, le mirage des réseaux. J'étais surpris. Donc, je ne sais pas peut-être comment ça se fait au niveau du ministère de l'enseignement technique. Mais je n'ai jamais vu un arrêté par rapport à cela. Mais ça concerne également ceux qui sont dans l'enseignement technique. C'est les jeunes de même âge qui ont les mêmes préoccupations, qui ont les mêmes problèmes, qui sont confrontés aux mêmes défis aussi. Effectivement. Voilà. Donc je ne sais pas si ça se fera. Et si ça se fait, ce serait une très bonne chose. Et chaque fois que moi je suis au pays, la semaine passée, j'ai eu à animer déjà 2 conférences ou 3 dans des écoles. J'ai encore d'autres à animer et ça me fait vraiment plaisir d'échanger autour de ces questions avec les jeunes, les parents, les enseignants, les médias, tout le monde réuni en cause. Donc vraiment merci à tous. Merci à M. Inandio et merci pour toutes ces contributions très, très, très importantes pour relever le défi de la bonne exploitation, bonne utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Alors nous, on vous dit merci de nous avoir suivis dans ce numéro qui a porté sur le miracle des réseaux sociaux et les autres ouvrages publiés par notre invité, M. Inandio. Nous vous disons franchement merci pour nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat Éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.